28 mai! Bonjour tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Un jeudi matin, j'ai beaucoup d'affaires pour vous aujourd'hui. On va commencer par du petit anecdotique rigolo. Hier, pour la première fois, avec MMR, on est allé, à son initiative d'ailleurs, à Marie, on est allé faire du vélo où on va souvent le week-end, le long du canal de la Chine. On a fait 40 km à peu près. En passant, si ça vous intéresse, les applications qui vous disent combien vous avez fait, c'est quoi votre itinéraire, moi, j'utilise Strava. Moi, j'ai dit ça de même, là. Donc, Strava. Si vous êtes déjà sur le compte, vous pouvez venir me chercher aussi là-dessus. Là, ça peut être le fun d'échanger les parcours et tout ça. Puis j'oublie tout le temps de le partir. C'est comme, sérieux, surtout depuis, mettons, le dernier mois, j'ai vraiment roulé énormément. Puis j'oublie de le partir. J'ai pas comme l'habitude de juste peser sur le bouton. Mais c'est le fun parce qu'après, tu as vraiment ton kilométrage ultra précis. Puis tu peux partager aussi les itinéraires, etc. Des fois, ça peut donner des idées à d'autres personnes. Bref, en soirée, c'était la première fois que je faisais la raid. Donc, c'est Vieux-Port, Canal de la Chine jusqu'au phare du Canal de la Chine. Donc, le grand parc arrivé là. Puis après ça, tu longes le fleuve. Le canal de la Chine rejoint le fleuve, arrivé à la Chine comme tel, l'espèce de mini centre-ville sur le bord de l'eau, qui est magnifique, c'est super. Ceux qui restent là, je trouve que c'est vraiment une belle place où habiter. Pas de farce, tu as vraiment tout ça en face de chez vous, c'est vraiment hot. Puis après, tu descends par La Salle, finalement. Et puis tu rejoins après Verdun, la petite nouvelle plage de Verdun, etc. Puis tu sais, le soir, c'est tout un autre décor. Puis quand tu pars, on est parti vers 7 heures. Quand tu pars vers 7 heures, il fait littéralement clair comme le jour ou à peu de choses près. Mais ça prend quand même à peu près 2 heures et quelques, là, faire ça. Là, entre, on arrête, là, mettons 2 heures, 2 heures et demie. Oui, excusez-moi. Et puis, quand tu reviens, il fait presque noir, tu sais. Il est 9 heures à cette époque-là de l'année. Ça fait que c'est vraiment beau. Puis ça me rappelait, entre autres, que quand j'étais en Floride, j'allais au cinéma souvent le soir. Puis je me promenais en roller au début, puis après ça en vélo, parce que j'ai un vélo là-bas au condo à ma sœur. Puis c'était la même dynamique. Puis c'est drôle parce que pendant que je roulais, je me disais, j'ai des flashs de Floride, mais je faisais jamais ça le soir. Alors, le vélo, c'était toujours le jour ou le rollerblade. Puis après ça, j'ai fait, c'est que tu vois, des fois, hein, la mémoire, c'est bien incrusté, mais il y a des bouts qui manquent. Puis là, le bout qui manquait, c'est, voyons, il me semble que je faisais pas de randonnée de soir. Ben non, c'est parce que j'allais au cinéma. Quand je vais tout seul en Floride, je loue pas d'auto, tu sais. Je fais juste du vélo tout le temps. Puis avant, je faisais du roller. Ça fait qu'en tout cas, pour ceux qui se demandent si c'est le fun de faire du vélo, j'espère que vous aurez compris que moi, je trouve que c'est une activité extraordinaire. Puis de soir, c'est le fun. Tu sais, tu changes tes habitudes, ça peut être trippant. Aujourd'hui, je vous parle d'un article de Joseph Facal dans le Journal de Montréal. Mais avant que je l'oublie, je vous rappelle que les sondages sortent à Québec et qu'à cause du COVID, à travers le Canada, toutes les villes qui sont sondées par formulaire et non pas par la technologie PPM, qui est Personal Meters. Le Personal, j'oublie c'est quoi l'autre P, là, en tout cas, bref. À Montréal, à Toronto, puis à Vancouver. Donc, je pense dans les grandes villes canadiennes, la méthode de sondage Numéris, anciennement BBM, fonctionne avec comme une genre de petite padgette qui est remis à, pas beaucoup, hein, autour de 1000 personnes. Et puis, ça décèle, il y a un signal dans toutes les stations de radio, il y a un signal dans ce qui est émis qui décèle la présence à proximité de X mètres d'un son d'une radio qui joue. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu te prends dans un centre d'achat, puis tu rentres dans une boutique, puis qu'il y a une station de radio qui joue, bien, ta petite padgette va le détecter. Donc, c'est pas un cahier de sondage, parce qu'un cahier de sondage, c'est plus ou moins précis, parce que ça dit pas ce que tu as réellement écouté, ça dit ce que tu dis que tu as réellement écouté. C'est qu'à la rigueur, tu peux être un auditeur, exemple, de Choix FM, puis que tu trouves que pour X raisons, dans ta tête à toi, tu écoutes plus Radio-Canada que Choix FM. Ça fait que c'est ce que prétend la personne sondée quand c'est un formulaire. Mais là, c'est vraiment quand tu as tes oreilles, quand tu es PPM, là, c'est vraiment tes oreilles le système détecte ce que tes oreilles ont réellement entendu. Ceci étant dit, encore là, ça peut être vrai. Comme l'exemple des boutiques. Quand tu rentres dans une boutique, as-tu vraiment entendu ce qui joue
Probablement pas, mais bref. Alors, tout ça pour dire qu'à Montréal, il y a un système de sondage qui est différent. Puis à Québec, c'est encore, puis dans les autres villes, là, Trois-Rivières, etc., c'est encore par des formulaires qui rentrent par email, des gens qui sont choisis au hasard, blablabla. Et à cause du COVID, la période de sondage n'est pas janvier-février comme prévu, mais novembre-décembre. Ce qui fait que moi, j'étais encore en onde avec Éric Duhem en novembre-décembre. Donc, les sondages qui sortent ce matin, c'est nos sondages. C'est pas les sondages de la nouvelle équipe qui est entrée. C'est que pour le FM 93, où toute la programmation a changé, c'est un sondage qui veut absolument rien dire. Donc, c'est juste les équipes de la fin 2019 qui reçoivent un autre sondage en bonus, entre guillemets, là. Mais pour les équipes en place depuis le début de la nouvelle programmation, bien, c'est un sondage qui ne veut rien dire parce que ça couvre la période où on était là. Donc, vous vous doutez que je suis très curieux de voir quel genre de résultats on avait, étant donné qu'on était sur une lancée assez spectaculaire depuis la dernière année. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vous reviendrai là-dessus demain, probablement, quand j'aurai ces chiffres-là. Alors là, moi, j'en ai vraiment, vraiment long à dire. Puis c'est un sujet que je ne couvre pas souvent. Pourtant, c'est un sujet qui me tient à cœur. Joseph Facal, je finis. Bon, il parle évidemment l'après-COVID, blablabla. Et sa dernière phrase, c'est la suivante, puis c'est une phrase que je trouve qui est extrêmement... Moi, je ne la formule pas exactement de même, mais dans le genre. Il finit en disant, en parlant de la période actuelle, elle nous donne l'occasion de nous poser la seule question qui compte. Est-ce que je mène vraiment la vie que je veux? Et moi, j'ai tendance à poser la question suivante, puis souvent, en conversation avec des gens que tu connais pas, ou du monde que tu n'es pas en train de jaser à journée longue, on se comprend parce que c'est une question de base, habituellement, tu es un peu au courant. C'est est-ce que ta vie te ressemble? C'est pas exactement pareil que de dire est-ce que tu mènes la vie que tu veux? Parce que ça, la réponse, c'est personne. Il n'y a personne qui mène la vie qu'il veut. Ça ne veut pas dire que tu es complètement à côté de tes pompes, mais il y a toujours soit une insatisfaction, il y a toujours un bout d'injustice, il y a toujours quelque chose qu'on a abandonné entre autres. Tu sais, je veux dire, entre la vie qu'on disait à 15 ans, moi, je vais faire ça, puis la vie qu'on mène, il y a tout le temps des surprises. Ça peut être que, sa blonde est tombée enceinte, puis ça a tout redirigé les affaires. Ça peut être qu'un a essayé d'être un artiste, ça n'a pas marché pantoute. Ça peut être que, dans mon cas, c'est que tout à coup, tu te dis hey, « moi, j'ai une passion pour la radio. Tu vois ce qui marche. » Puis là, tout à coup, malgré des résultats... Alors, tu sais, chacun a de l'adversité pour toutes sortes de raisons. Mais il reste que la question demeure pertinente. C'est est-ce que ta vie te ressemble? Puis habituellement, et j'avoue que c'est quand même un petit peu poche, j'ai l'impression que les gens répondent non dans l'écrasante majorité des cas. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne va pas focusser sur est-ce que tu as la vie que tu veux, mais plus est-ce que tu as une vie qui te ressemble. Puis c'est dommage qu'à la réponse à la question est-ce que la vie te ressemble, qu'il y ait autant de gens qui répondent non. Puis il faut se demander pourquoi, encore une fois, je suis tannant, mais c'est pourquoi c'est de même. Pourquoi la plupart des gens ne vivent pas la vie qui leur ressemble. Moi, je pense qu'il y a différentes réponses à ça pour laquelle on peut se lever debout et dire « Non, moi, j'accepte pas ça ». La première, c'est qu'on se fait souvent driller quand on est jeune à avoir une vie qui ressemble à celle que nos parents ou notre entourage nous dit qu'il faut avoir. Il y a vraiment une vie qui est imposée par les courants sociaux dominants. Puis ces courants-là ne changent pas tant que ça. Tu sais, l'arrivée du féminisme, puis là, tout à coup, les gens, les femmes ont commencé à demander le divorce, parce que c'est pas des gars qui sont sortis dans la rue en disant « on veut divorcer ». Là. Les gars, eux autres, ils toléraient ce qui en était, puis c'était de même, puis bon, bref. C'est beaucoup plus des filles qui ont amorcé avec le mouvement féministe ce qu'on appelle la libération sexuelle, puis qui venait avec la capacité de dire, ben là, maintenant, moi, même si socialement, ou puis ma famille trouve que c'est inacceptable, moi, je divorce. Ça a amené le fait que ce qui était bon pour une était bon pour l'autre. Donc, aujourd'hui, tout le monde divorce, que tu sois un gars ou une fille. Je pense que les stats disent qu'habituellement, c'est plus les filles qui initient le divorce, mais bref. Ça fait que tu te rends compte que il y a, malgré le féminisme, il y a quand même l'idée que quelqu'un qui est célibataire, il est sur le chômage. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une aberration quand tout à coup sur Facebook, quelqu'un change son statut pour être en couple, il reçoit 200 félicitations. Je veux dire, voulez-vous même dire, il est où l'exploit de « je suis en couple ». Ah, bravo! Bravo quoi?
Bravo courir un marathon, bravo. Mais parce que pour la plupart des filles, beaucoup plus que les gars, se matcher, c'est l'équivalent d'une promotion. C'est-à-dire, c'est un asset. Tu sais, en anglais, on dit un asset. Qu'est-ce qu'il y a dans ton portefeuille? J'ai des actions, j'ai une maison, j'ai des enfants pour plusieurs, c'est un asset. Et je suis marié. Je suis marié, j'ai un conjoint. Ça fait partie de mon coffre de propriété puis des choses qui m'appartiennent, que j'ai accomplies, si tu veux. T'sais. Moi, j'ai jamais été de même. Pour moi, c'est pas un asset. Quand je rencontre quelqu'un, je lui demande jamais « T'as-tu une blonde? T'as-tu un chum? » Ça me passe pas par la tête. Je sais que c'est moi qui est mal fait, entre guillemets. Là. Puis c'est pas parce que je suis contre ça, je viens d'une famille exactement de même. C'est que je suis loin d'être contre l'idée du couple, du mariage. Pas en tout. Ma sœur est mariée, mes parents ont été mariés. Je suis entouré de ça. Là. C'est juste que peut-être parce que je suis entouré de ça, avec des modèles qui ont été très positifs, très sains. Peut-être que pour moi, c'est comme ça va de soi, ou je sais pas, bref. Mais je fais juste vous dire qu'il y a réellement des vies qui sont imposées très jeunes. On n'y peut rien, on est façonné par notre enfance, mais on peut s'en libérer. T'sais. Ça fait que quand on pose la question « Est-ce que la vie te ressemble? » Des fois, la réponse, c'est non. Bien, pour ceux que la réponse, c'est non, tant mieux. Pour ceux que la réponse, c'est oui. Mais pour ceux que la réponse, c'est non, c'est souvent parce qu'on a été amené, sans s'en rendre compte, hein? On a pris comme acquis que c'était de même. Puis un jour, on se réveille peinturé dans le coin en disant « C'est pas la vie que je voulais. » Tu sais, je faisais des sketchs dans le temps à testostérone. Ça s'appelait « Libérer le prisonnier ». Puis c'était juste des vraies histoires de gars qui s'étaient matchés puis qui finalement, ça évoluait mal. Puis je me souviens d'un chum qui m'avait dit « Écoute, il dit là, j'ai rencontré ma blonde, puis moi, j'avais un beau projet de maison quand je l'ai rencontré. Puis moi, ma maison, c'était comme tel format, puis elle ressemblait à ça, puis tout. Puis là, ben, je la rencontre, puis la fille, ça va bien, puis tout. Puis là, elle commence à s'en mêler, puis moi, je suis d'accord, parce que je trouve que c'est hot, puis elle vit chez nous, puis c'est le fun. Puis il finit, puis il dit 2 ans plus tard, ou 6 mois plus tard, je sais plus, il dit « J'étais dans la rue, là, puis je regardais la maison, là, puis je me disais, non seulement c'est moi qui paye pour tout ça, là, mais c'est pas en tout qu'est-ce que je voulais. » Bien ça, tu vois, c'est une version sur un projet à très court terme de la vie de plein de monde. C'est un exemple extraordinairement probant de ce qui se passe dans la vie de plein de monde. Il y a plein de monde qui, tout à coup, s'embarque dans une façon de faire, s'embarque dans une façon de voir, qui est imposée. Je veux dire, moi, j'ai une de mes amies, là, maintenant, elle travaille en distribution alimentaire, puis pour un spécialiste de fruits de mer, puis elle tripe, et chez eux, elle travaille à partir de son ordi, tout ça. Dans le temps, elle travaillait en restauration, etc., mais dans la vraie vie, elle est dans la police. Puis elle est dans la police, puis depuis que je la connais, depuis des années, ça la gaze. Elle parle jamais de sa job. Puis elle n'est pas une espionne, là. Elle travaille dans le bureau, là. Puis elle travaille dans le bureau parce qu'elle avait eu un accident, etc. Mais avant, elle était carrément sa patrouille. Puis elle dit ouvertement, elle dit « Moi, je me suis fait brainwasher que dans la vie, ça prend un job stable avec un fonds de pension, puis blablabla, pour se ramasser à faire comme... Man! » Puis, tu sais, à début trentaine, là. Ça fait que début trentaine, tu sais, ça fait au moins 10 ans qu'elle est à quelque part en train de s'enliser chaque jour un peu plus avec des conditions gagnantes. Ça fait que ça ne te tente pas de dropper ça. Puis d'un autre côté, tu fais, mais c'est pas la vie que je voulais. C'est pas les critères sur lesquels j'avais fondé. Alors, évidemment, je suis le premier à vous le dire parce que moi, ma vie me ressemble à côté, mais ça vient avec de l'adversité. Moi, tu sais, je dis souvent, j'ai choisi de pas choisir. Ça fait que je suis le gars qui a tout fait, qui a eu des succès à certains égards, aucun succès à d'autres. Puis tout ça, ça a un prix. C'est-à-dire que quand des amis à moi, avocats, par exemple, ont commencé... Moi, ça ne m'intéressait pas depuis le début, là. Mais je fais juste vous dire, il faut quand même voir la réalité. J'ai des amis à moi qui, eux autres, ont étudié en droit parce qu'ils voulaient faire ça dans la vie. Donc, habituellement, c'est comme ça que ça marche. C'est moi qui est un peu bizarre. Mais la réalité, c'est que j'ai des amis qui sont riches à craquer, et ça depuis longtemps, qui sont rendus des partners dans les gros bureaux, dans les tours à Montréal, parce qu'ils ont eu ce qu'on appelle un parcours linéaire. C'est qu'ils ont commencé stagiaires, après ça, sont devenus avocats, après ça, sont devenus partenaires, ils ont cloué sur le même clou. Moi, à un moment donné, mon grand rêve, c'était de faire des shows à Paris. J'ai tout sacré ici pour aller vivre ça. Hey, c'est le plus beau souvenir que je vais avoir peut-être de ma vie. Je suis d'une fierté épouvantable, j'y pense tous les jours. Mais il y a un prix à payer. C'est que tu arrêtes des affaires, tu t'en vas, tu reviens, tu repars. Tu sais, c'est comme... Moi, j'appelle ça un parcours en zigzag. Mais c'est pas tout le temps un flop. La preuve... Joe Rogan. Joe Rogan et Joe Rogan, pourquoi? Moi, j'explique souvent ça. Pourquoi à radio, je considère que c'est la place où je suis le meilleur dans la vie? C'est parce que je connecte avec tellement de genres de monde,
à cause de mon parcours en zigzag. Joe Rogan, c'est un gars qui se battait dans les rues, qui a fait du UFC, là, des combats ultimes avant même que UFC existe. Donc, c'est un gars d'art martial. Après ça, il est devenu stand-up. Il a fait de l'humour. Ça ressemble à plein d'affaires qui me ressemblent. Puis un jour, il s'est mis à faire des podcasts en disant « Moi, j'ai le goût de jaser de même puis d'avoir personne qui me dit quoi faire ou peu importe. » Puis là, ben, il vient de faire un deal de 100 millions. Je vous en ai parlé dans un autre podcast avec Spotify. Mais la raison pour laquelle Joe Rogan a cette popularité-là, c'est littéralement à cause de son parcours en zigzag. C'est que dans son ADN, il parle avec une scientifique, il parle avec un artiste, il parle avec un musicien, il parle avec quelqu'un qui est arrivé à une histoire de vie hallucinante qu'on ne connaît pas mais qui veut faire découvrir. Le gars, il tire partout. Ça fait qu'il y a un prix à payer, c'est-à-dire qu'il a dû passer très, très, très longtemps. Aujourd'hui, c'est un gars début cinquantaine, là, on est du même âge. Il a dû passer très, très, très longtemps à vivre d'une paye à l'autre pour finalement, tout à coup, être dans l'air du temps, puis, etc. Ça fait que ce que je veux dire par là, c'est que moi, vous ne me verrez jamais envoyer des slides sur Facebook avec des couchers de soleil qui disent « réalise tes rêves », etc. parce que je le sais très bien que réaliser ses rêves, ça vient avec un coût. Ça fait que je comprends qu'il y a du monde qui décide que non, moi, je ne suis pas prêt à payer ce prix-là. Mais on retombe à la case départ, c'est que vous êtes obligé à ce moment-là, presque inévitablement, à la question « est-ce que ta vie te ressemble? » Bien, vous répondez non. Ça fait que c'est des choix à faire. Facal, aujourd'hui, il demande « est-ce que vous êtes heureux? » C'est quand même, il ne faut pas oublier que c'est le but de la vie. C'est même le premier article de la Constitution américaine, « The Pursuit of Happiness ». Ça fait qu'effectivement, c'est comme, rappelez-vous, là, il n'y a pas longtemps, j'ai posé une question toute banale. Je disais, si vous êtes une fille autour de 40 ans, j'ai une question à vous poser toute bête, êtes-vous plus heureuse que vos mères? Ça fait que, à travers les combats féministes, puis Valérie Plante qui veut s'occuper de savoir si on écrit bien le français dans le féminin et le masculin, blablabla, parfait, moi, c'est vos histoires, je m'en claque. Mais il reste que, il faut que tout ça amène à un critère, c'est êtes-vous plus heureux, à moins que tu sois un profil vocationnel. Là, si tu décides, et puis c'est un choix totalement légitime, si tu décides que toi, tu vas avoir un parcours comme Mère Teresa, ben écoute, peut-être que ça te rend heureux, mais peut-être que tu as fait un choix où tu sais que tu t'en vas vers des choses qui sont difficiles, mais tu juges que c'est la vie que tu dois mener. Ça vient peut-être avec des croyances qui te font dire qu'il faut faire ça dans la vie ou peu importe. Là, c'est un autre ballgame, là. On est ailleurs. On est dans un profil vocationnel. Mais si vous n'êtes pas dans ce profil-là, si vous êtes une personne normale, comme moi, qui fait son chemin dans la vie, avec des relations autour, puis des projets, puis blablabla, mais tout ça, je l'espère, sert à vous rendre plus heureux. Si vous dites que je suis plus heureux si je suis plus riche, ou je suis plus heureux si j'ai plus de temps, parce qu'habituellement, ça s'oppose. Moi, je ne suis pas le plus riche de mes amis, mais j'ai tout le temps eu du temps. C'est drôle, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours réussi à gagner ma vie en faisant des choses qui demandent peu de temps puis qui payent beaucoup à l'heure. Faire de la radio, c'est peu de temps, ça paye. Faire de la pub, c'est peu de temps, ça paye. Faire une conférence, c'est peu de temps, ça paye. Comprenez-vous? Fouille-moi pourquoi, ça a tout le temps été de même. Moi, j'ai jamais fait ça 40 heures de la même job. Quand j'ai une grosse semaine, c'est parce que j'ai beaucoup de ces trucs-là, puis chacun est payant. Mais quand je dis chacun pas, chacun tout, regarde, le podcast, ça paye zéro, là. Ça fait que... Mais tu sais, où je gagne ma vie, c'est tout le temps comme payant à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ben c'est ça. Ça fait que le but de tout ça, c'est quand même d'être plus heureux. Si moi, je suis conséquent, puis je dis, ben écoute, je me suis buildé une vie professionnelle où j'ai beaucoup de latitude, mais c'est pas la façon de passer à la caisse le plus, ben si ça me rend heureux, bingo. Mais si c'est ni un ni l'autre, que tu te rends compte que tu t'es enlisé dans un truc qui te demande du temps, t'en as pas pour toi, t'en as pas pour les autres, c'est payant, oui ou pas, puis que, bref, tu te sens peinturé dans le coin, ben il faut, règle générale, voir c'est quoi les croyances qu'on a eues qui nous ont amenés là. Puis c'est souvent des croyances qui datent de très loin, qui datent de l'enfance, dans laquelle on s'est fait dire c'est ça qu'il faut faire. Ben moi, je suis désolé, mais il n'y a pas de faut faire. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu, avec le temps, si épidermique à cette affaire-là, mais moi, une des affaires dans la vie qui m'a toujours le plus horripilé, c'est les gens qui, justement, me disaient « tu devrais, faudrait que », c'est ça, là, yaka faucon, comme on dit, là. Non, moi, j'ai tout le temps dit non à ça. La réponse, c'est non. Puis tu remarques que, dans la vie, ce qu'on t'encourage de faire... Alors, il y a ce que les parents te disent quand tu es jeune. Ça, c'est intéressant aussi. Les parents
te disent de faire ce qu'eux autres pensent va être le mieux pour toi. Et c'est sincère. C'est sincère. Ça peut être parce qu'eux autres ne l'ont pas vécu, puis qu'ils se disent « mes enfants, eux autres, n'auront pas ça. L'enfant qui a été élevé pauvre, il dit « mes enfants, ils n'auront pas ça. Ils vont aller à l'école, je vais payer à l'école, etc. » Donc, tu choisis à quelque part quelque chose pareil pour tes enfants, mais habituellement, c'est pour le mieux. Mais quand tu es rendu adulte, ou même avant, et que là, l'entourage t'encourage ou te décourage, ça, c'est très différent. Règle générale, puis là, faites bien la différence. Règle générale, la raison pour laquelle on encourage ou décourage quelqu'un de notre entourage lorsqu'on est, appelons ça adulte, là, mettons de ado jusqu'au restant de tes jours, c'est souvent teinté de ce qui fait notre affaire. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais gérant d'artiste, j'avais énormément de succès. J'ai commencé avec Anthony Cavana, il était sa tablette. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, ça a fait pas long. J'ai embarqué Anctil et Morancier après ça. Ils ont constamment monté. J'ai été gérant pendant une 12aine d'années de François. Anthony puis Jean-Michel, ça a arrêté en cours de route. Après, j'ai embarqué avec Maxime Martin pendant un bout. J'avais un bureau. On était quasiment 10 artistes. Il y avait Sylvain Larocque, Martin Petit. J'avais un associé, etc. Boilard, le gérant, là, il a frappé pour 1000. Tout le temps. Ça a été un succès constant. Aucun des clients avec qui j'ai travaillé n'a pas progressé pendant qu'il était avec moi. Aucun. Puis quand j'ai émis, puis qu'on voyait que là, c'était plus ça que je voulais faire, parce qu'à quelque part, ça n'a jamais été ça que je voulais faire. Ce sera l'objet d'une autre discussion aussi. J'étais allé là parce que pour moi, c'était facile. Moi, je pensais que dans la vie, quand c'était facile, c'est que c'était fait pour nous autres. La réponse, c'est non. Peut-être que ce qui vous branche le plus, c'est quelque chose qui est difficile, qui va demander du temps. Moi, hier, le temps que j'ai passé sur mon podcast vidéo, vous n'avez pas d'idée, c'est l'enfer. J'ai un ordi qui est trop vieux pour faire ça aisément. J'ai un MacBook Pro 2010. Il est lent, il faut que je le change, tu sais. Puis bref, là, à un moment donné, là, après ça, quand j'enregistre mon podcast sur mon Patreon, là, la GoPro Max que j'ai achetée fait la job au bout. Je suis super content, sauf que le fichier coupe. À un moment donné, le fichier coupe. Puis ça a l'air que c'est parce que ma carte SD n'est pas capable de supporter toute cette info-là, puis elle pète. Ça fait que là, il faut que je colle les deux fichiers. Ça fait que, à un moment donné, tu fais comme, OK, mais ce temps-là, il vaut la peine d'être mis. Ça m'amène à quelque part, tu comprends? Ça fait qu'il y a tout ça dans ton évaluation de est-ce que le projet que tu es en train de faire te ressemble, etc. Bref, ce que ça veut dire, c'est que il y a des gens autour de toi qui ont des intérêts. Puis moi, tout le monde aimait ça que je sois gérant d'artiste. Tout le monde. Le producteur ne parlait pas à l'artiste, parce que l'artiste, des fois, c'est difficile de travailler avec, parce que souvent, ils n'ont pas la tête business ou autre. L'artiste ne parlait pas au producteur, qui assimile souvent juste à un gérant de banque. Et tout le monde tripait. Sauf que c'est qui le dernier payé? C'est qui le drummer dans le band? C'est le gérant, là, je m'excuse. Ça fait que, tu sais, t'es super bon, mais ça tient à rien. Tu mets de la plus-value dans le cours de tout le monde. Quand les gens décident que le contrat est fini, ils partent avec tout ce que tu as donné. Toi, il reste rien, là. Il reste que techniquement, si tu es un gérant qui persiste comme Michel Grenier, ben là, tu es un meilleur gérant, c'est que tu as d'autres clients, etc. Donc, oui, effectivement. Mais tu sais, c'est un métier où c'est un métier comme un comptable ou un avocat, tu sais, qui donne un truc, qui charge, puis après ça, qui s'en va. Ça fait que c'est pour ça que vous retrouvez très peu de gérants actuellement auprès de la relève, parce que il faut que tu investisses longtemps avant de dire que c'est payant. Ça fait que si quelqu'un, après 3 ans, dit « Ah, ben moi, j'aime plus ça, je m'en vais », toi, 3 ans de temps, tu as contribué à monter quelqu'un, mais ça n'a jamais été payant, tu sais, parce que tu ne charges pas à l'heure comme un avocat, justement. Tu charges, quand c'est des jeunes, tu charges à peut-être qu'un jour. Ça fait que, bref, moi, je me suis gazé de ça, mais dans la vraie vie, c'est que j'aurais toujours dû faire ça. Puis comme je dis, je vous expliquerai pourquoi, quelle a été ma démarche. Mais tout le monde me disait de continuer parce que je faisais l'affaire de tout le monde. Donc, pour conclure sur est-ce que ta vie te ressemble, des fois, c'est parce que quand tu es jeune, on t'a mis dans la tête quelque chose, mais d'autres fois, c'est parce que ton entourage t'encourage pas réellement. Ah, là, ça va être sous prétexte de « fais attention, sois prudent, gna, gna, gna. » Ben oui. Mais dans la vraie vie, là, si ta vie te ressemble pas, ça peut être parce que jeune, on t'a dit « fais ci, fais ça », puis adulte, ton entourage veut pas que tu ailles à des endroits où est-ce qu'à quelque part, ils vont perdre quelque chose. Fait que mettez-vous ça bien comme il faut dans la caboche, parce qu'il faut que vous soyez au courant de ça quand vous allez avoir des signaux par rapport à une éventuelle réorientation. Puis ça aussi, on pourra en parler éventuellement. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Parce que moi, j'aime beaucoup ces histoires-là de relance, puis de redémarrage. Puis tu sais, je suis un gars de première vitesse.
Ça fait que ça pourrait faire l'objet là, dans mon podcast, peut-être plus vidéo. Là, je suis dans ces thèmes-là de relations, puis de tout ce qui est relationnel, communication, puis projet. Là. Ça fait que vous pouvez m'écrire là-dessus, puis ça peut faire l'objet, là, ça peut être bien intéressant. Ça fait que bonne journée à tous, et puis à demain.